Hier, en direct de la télévision, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a fait des révélations fracassantes concernant le programme nucléaire iranien. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il a dévoilé, Stéphane ? Ouais, la première chose, c'est que j'arrive plus à me passer de vous à Bruxelles, et que je vous salue, vous et les auditeurs de Radio Judaïka. Ce qui s'est passé, c'est que carte et schéma à l'appui, Benyamin Netanyahou a premièrement démontré que les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique avaient trouvé les traces de 15 kilos d'uranium enrichi sur le site de Turkezabad, un site qui leur avait été indiqué par Israël il y a environ une année. Et surtout, le Premier ministre a révélé l'existence d'un autre site inconnu jusqu'à maintenant à Abadé, au centre de l'Iran, où les ayatollahs préparaient et testaient des composants de l'arme atomique. Et est-ce qu'en Israël, on est absolument sûr de ces informations, Stéphane ? Johanna, ces informations proviennent du Mossad, pas du bureau du Premier ministre. Et le Mossad est probablement actuellement la meilleure agence de renseignement au monde. Or, jamais le Mossad ne mettrait sa réputation en danger sans être certain à 200% de la réalité de ce qu'il avance. Il aurait trop de choses à perdre, à commencer par sa fiabilité aux yeux de nos ennemis et de ses propres agents. Alors, une question un peu naïve pour éclaircir les choses, Stéphane. En quoi diffèrent les sites révélés hier à Turkezabad et à Abadé de ceux connus de Fordo et de Natanz ? Ouais, c'est bien la simplification. Elle est parce que des fois on pense que tout est clair, alors c'est pas le cas. C'est assez simple. À Fordo et Natanz, Johanna, on fabrique pas de bombes atomiques. On enrichit de l'uranium qui constitue certes le composant principal d'une bombe atomique, mais qui n'en est pas une. En théorie, on peut utiliser de l'uranium enrichi pour produire de l'électricité ou pour de la recherche médicale. Mais à Turkezabad et à Abadé, les Iraniens mettaient au point et testaient des éléments de bombes atomiques, c'est-à-dire qu'ils développaient des armes. Et en quoi l'existence, en fait, donc, de ces deux sites est-elle grave, Stéphane ? Ça démontre que Téhéran n'a jamais cessé de poursuivre la fabrication de bombes atomiques, et pas uniquement destinées à menacer Israël, mais également avec leurs missiles balistiques qu'ils développent aussi, les pays arabes sunnites et l'Europe, et plus tard, parce qu'ils ont aussi un programme de missiles balistiques à longue portée, de menacer l'Amérique aussi, hein. Et alors, les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique vont sans doute à nouveau demander aux Iraniens de pouvoir inspecter Abadé. Les Iraniens peuvent-ils leur en refuser l'accès, Stéphane ? Le droit d'inspection fait partie des provisions du traité sur le nucléaire iranien signé donc avec les 5+1. Mais en théorie, ils sont maîtres chez eux, puis ils pourraient refuser l'accès aux inspecteurs. Mais ceci dit, ce serait un aveu évident de culpabilité et qui serait perçu comme tel par la communauté internationale. Et comment les Iraniens ont-ils réagi, Stéphane, lorsqu'ils se sont aperçus que les Israéliens avaient découvert donc ces deux sites ? De manière radicale, Joe. À Turkezabad, ils ont recouvert la totalité du site sous une épaisse couche de gravier, qui n'a d'ailleurs pas suffi pour dissimuler les traces d'uranium aux inspecteurs de l'AIEA. Et puis à Abadé, plus radicalement encore, dès qu'ils sont aperçus que les Israéliens avaient découvert le site, et ils ont simplement détruit le site immédiatement. Et en quoi Téhéran a-t-il outrepassé son droit en établissant ces deux sites ? En tout, Joe. D'abord, c'est contraire à la Convention internationale de non-prolifération des armes nucléaires. Ensuite, c'est contraire à leur affirmation constante selon laquelle leur programme nucléaire était uniquement à des fins civiles, alors que si ils développent une bombe dans des sites dédiés, ils les testent, c'est en contravention totale avec cette affirmation. Et surtout, c'est contraire à leur engagement dans le traité avec les 5%, d'abandonner toutes les activités non médicales autour de l'atome, et particulièrement les développements militaires. Ce sont leurs engagements essentiels, le cœur de l'accord. Sans cela, avec ces démonstrations d'hier en Israël, ça signifie qu'il n'y a pas d'accord avec les 5+1.
Alors, sur la base de vos explications, il semble que les Iraniens se sont vraiment moqués des Européens et de Barack Obama en signant donc cet accord sur le 5+1 sans jamais cesser de développer leurs bombes atomiques en dépit de leurs engagements. Comment l'Europe va-t-elle réagir aux annonces de Benyamin Netanyahou, Stéphane? On constate d'abord que l'accord que les 5 puissants ont signé était réellement bâclé. D'une part, il n'a pas empêché les Iraniens de se remettre à enrichir de l'uranium à la première occasion. Le concept qui foirait était de laisser entières, de laisser intactes les machines qui enrichissaient l'uranium. De l'autre, ils ont continué à développer une bombe atomique, comme s'il n'y avait pas d'accord. Les renseignements des pays européens, les armées, vont prendre acte et demander à échanger des informations avec Israël, comme ça a été le cas lors des dernières révélations cette année. Quant aux gouvernements les plus corrompus en Europe, par le dit accord avec l'Iran, ils vont se prostrer dans le déni, ils ont déjà commencé à le faire d'ailleurs, ils vont pousser leur presse à mettre en doute les révélations israéliennes et poursuivre leurs efforts incompréhensibles pour sauver le régime des ayatollahs. Et je peux pas m'empêcher, dans le contexte de notre émission, de rappeler aux auditeurs que le président Macron, il y a une semaine, vient de proposer que l'Europe aide financièrement les théocrates de Téhéran en leur versant 15 millions de dollars pour contourner les sanctions américaines. Donc une partie de cet argent aurait été investie dans ces sites pour fabriquer la bombe atomique. C'est de la folie. On arrive à des situations qui sont ubuesques. Et puis il a aussi, je le rappelle, imposé le ministre iranien des Affaires étrangères, Zarif, au sommet du G7. On est dans une situation excessive de divergence entre certains pays européens et les États-Unis et Israël. Et puis ça va devoir s'éclaircir ces prochaines semaines au vu de ces révélations. Et justement, qu'en est-il du côté de l'Amérique? Si elle veut négocier, si Trump veut négocier, les révélations d'hier la place en situation de force par rapport aux Iraniens. Mais il se pourrait aussi que Donald Trump soit agacé parce qu'il n'aime pas du tout qu'on lui rie à la figure. Il est beaucoup plus pointu sur ce genre de manipulation et qui pourrait très bien décider de détruire par la force Fordo, Natanz et les réserves et centres de développement des missiles balistiques iraniens. Téhéran n'a pas de quoi répliquer. Par exemple, leur niveau technologique est tellement bas que dimanche, ils ont lancé 10 projectiles sur Israël à 30 km de distance et qu'aucun d'eux n'a franchi notre frontière. S'ils veulent se mesurer militairement aux États-Unis ou à Israël, eh bien, ils devraient, et très rapidement, se mettre à jour, déjà pour lancer des roquettes, sans parler de haute technologie. Et alors, vous nous avez dit hier que l'Iran s'était remis donc à produire de l'uranium enrichi à Fordo, sous une montagne. Alors, qu'est-ce que cela change matériellement en corrélation avec les révélations d'hier? Cela fait matériellement de Fordo l'endroit le plus dangereux du globe où se trouver. C'est l'endroit qui est le plus menacé par une frappe militaire. Et l'endroit où on a plus de chances de perdre la vie. Et alors, ma dernière question de ce Bruxelles-Métula sera politique. Stéphane, Benyamin Netanyahou n'a-t-il pas effectué cette révélation à 8 jours des élections pour redorer son image aux yeux des électeurs? Ouais, on le dit, l'opposition n'a pas hésité à le faire. Et elle a pas forcément tort. Il est évident qu'il existe un lien entre les deux événements. Mais c'est le Mossad qui a fait les découvertes. C'est Israël qui a fait les découvertes en Iran, pas M. Netanyahou. M. Netanyahou est certes le chef de l'exécutif, mais c'est pas Israël, M. Netanyahou. Et puis on peut lui reprocher deux choses. La première, c'est de faire un show avec du matériel secret. Et d'ordinaire, ces matériels sont présentés aux autres États, aux autres officines de renseignement, pas aux téléspectateurs. Et ça a exactement le même effet, du moment que les autres gouvernements savent sur l'existence de ces sites et ce qu'on y faisait, le fait que ces informations soient rendues publiques n'aide pas à la compréhension et à la réaction des gouvernements et des agences de renseignement. Les professionnels n'aiment pas ce mode de communication, pas même en Israël. J'ai eu l'occasion
l'occasion de l'entendre de la part justement de professionnels. Puis le deuxième reproche qu'on peut avoir, c'est d'avoir choisi la date de la révélation avant et non après la tenue des élections dans 8 jours. Attendre 8 jours, ça n'aurait rien changé et ça aurait justement clarifié sa démarche. Mais le matin même d'hier, Bibi s'était vu refuser sa loi qui proposait de placer des caméras de surveillance dans les bureaux de vote arabes. Il est en à très mauvaise posture avant la prochaine consultation électorale, à tout le moins dans les sondages. Donc il est clair que lui aussi, il tente le tout pour le tout. On doit lui le reprocher. Ça me plaît pas beaucoup, d'ailleurs personnellement, hein, si je peux me permettre une évaluation personnelle, mais ça ne change rien. Ces sites de production et de tests d'armes nucléaires existent. Elles ont été découvertes par Israël. Elles sont en danger et la communauté internationale, Israël et l'Amérique doivent réagir. Le show de Binyamin Netanyahou est un épiphénomène. Il ne faut pas tout mélanger. Et je vous souhaite encore une fois à tous en Belgique et à Bruxelles une excellente continuation de semaine, Johanna. Eh bien, merci Stéphane d'avoir été exceptionnel.